Salut les chimistes, salut les étudiants, on enchaîne avec un troisième petit exercice de synthèse orga. On reste encore dans les classiques, les fondamentaux, toujours sur une situation différente. Et voilà, c'est parti. N'oubliez pas comme d'hab, hein, l'énoncé, je le mets dans le descriptif. Si vous voulez être prévenu des prochains petits exos, extraits de cours, la cloche, et puis on y va. Donc dans la première question, on nous parle du 3-bromopropanal, donc que je vais représenter ici. Donc on a trois atomes de carbone avec un aldéhyde sur le carbone 1 et le brome en position 3, traité par le glycol, donc l'éthanin de diol, ici, hop, en présence d'acide paratoluène sulfonique. Donc là on reconnaît clairement une réaction d'acétalisation. Donc la PTS, je le rappelle, joue le rôle de catalyseur, et puis très souvent on chauffe pour ces réactions-là. Donc l'équation de la réaction, attention, on va donner la structure du produit évidemment, donc l'acétal correspondant. Donc, pour être sûr que vous vous repérez bien, avant qu'on dans le mécanisme et pas demandé ici, le carbone fonctionnel qui est ici, on le retrouve à cet endroit-là, d'accord? Donc en fait, les liaisons qui se sont créées sont vraiment les liaisons ici que je mets en bleu entre les oxygènes du coup du diol et le carbone fonctionnel de l'aldéhyde. Donc, si vous voulez équilibrer l'équation de réaction, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a les deux hydrogènes ici, qui au final se combinent avec l'oxygène là, donc on a à la fin une molécule d'eau. Voilà, donc l'équation de réaction n'est validée que si elle est correctement équilibrée. Je vous fais grâce du mécanisme réactionnel, on l'a déjà revu, celui-là il est assez simple, hein, mécanisme du cours. Dans les grandes lignes, on fait une activation électrophile ici, ensuite addition nucléophile, prototropie, départ du groupe partant, addition nucléophile intra, et puis régénération du catalyseur, pour ceux qui veulent le réécrire. Deuxième question, traité par du magnésium, B est transformé en C, donné la formule de C, donc là c'est extrêmement simple, hein, on prend du coup, donc ça c'était la structure de B. Donc B, on le traite avec du magnésium. Donc rapidement, c'est magnésium solide, on le met en excès pour éviter la réaction de couplage de Wurtz. Et on va travailler dans un hétéroxyde anhydre. Donc par exemple, l'éther diéthylique anhydre. Pourquoi on prend un hétéroxyde? Parce que c'est polaire aprotique. Donc il faut quelque chose de polaire aussi pour complexer le magnésium, bien solubilisé, réactif, etc., qui soit complexant. Et aprotique parce que tout composé protique réagit avec l'organomagnésium qu'on forme. Et du coup, ça détruirait l'organomagnésium. Donc là, on arrive au composé suivant. Hop. Et on forme un organomagnésium. Ce qui explique la protection sous forme d'acétal, parce que si je ne protège pas et que je forme l'organomagnésium, l'organomagnésium va s'additionner sur des groupements aldéhydes d'autres molécules. Donc du coup, on va détruire notre composé. Donc ça ne va pas. Ensuite, on fait réagir C sur le composé C', qui est représenté plus bas. Après hydrolyse prudente, on obtient D. Expliciter cette réaction et donner la formule de D qu'aurait-on obtenu si l'hydrolyse n'avait pas été prudente. Donc expliciter, on peut l'expliciter simplement avec un mécanisme. Donc on y va. Donc troisième question. Du coup, le composé C', pour l'instant, C' pour le mécanisme, je vais utiliser une représentation simplifiée, comme ceci. Et en face, j'ai le composé B, comme ceci. Donc les organomagnésiens, je pense que vous vous en rappelez, ce sont des... Ils se comportent comme des carbanions, donc en fait c'est à la fois une base très forte et un nucléophile très fort. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une addition nucléophile sur le carbone électrophile du groupement cétone. Tac, ce qui va nous donner le composé, alors CH3, là je dois avoir R qui est ici, et j'ai toujours le groupement acétal de ce côté-là. Voilà, ça c'est le composé que vous allez isoler dans l'hétéroxyde. Et le mécanisme dans l'hétéroxyde s'arrête ici. Alors petite précision, il y en a qui l'écrivent aussi en renvoyant un doublet de l'oxygène vers le magnésium, ce qui est correct, mais dans ce cas ici, vous avez une liaison covalente entre l'oxygène et le magnésium. Pourquoi les deux sont corrects? Parce qu'en pratique, la liaison oxygène-magnésium, elle est iono-covalente, elle a une partie, elle est partiellement ionique, partiellement covalente. Donc il n'y a pas de raison d'exclure l'une des deux écritures. Ça ne va pas trop changer notre histoire. Bon,
dans l'éther, on a ce composé-là. Ensuite, l'hydrolyse ultérieure, ne l'écrivez pas dans la foulée parce qu'il y a un changement de milieu. On rajoute une phase aqueuse. Donc, moi, j'écris hydrolyse ultérieure. Et on peut en écrire le bilan. Donc, lors de l'hydrolyse ultérieure, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, je vais juste reprendre, je vais noter R' au moins MgBr+, donc R' étant, il faut que je le définisse quand même, R' étant tout ce groupe-là. Vous voyez? Parce que c'est pas utile que je réécrive ce qui ne change pas. Du coup, plus H3O+, donc, qui représente l'acide. Et en fait, quand vous mettez ça dans l'eau, qu'est-ce qui va se passer? L'alcoolate va récupérer un proton de H3O+, donc ça me fait l'alcool souhaité. Plus, du coup, on a H2O. Et puis, les magnésium et brome, dans un solvant tel que l'eau, qui est ionisant, dissociant, vont donner les ions Mg2+, et Br-, qui sont très bien solvatés par l'eau. Donc voilà comment il faut écrire, expliciter la réaction, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on nous demande? On obtient D, donc on doit, oui, évidemment, donner la formule du composé D. Maintenant, une fois que ça c'est fait, c'est un jeu d'enfant. Donc le composé D, il va se représenter comme ceci. Donc là, je vais le représenter en entier. Hop, la fonction alcool qui est là. 1, 2, 3. Et ici, j'ai l'acétal. Voilà, on va vérifier quand même la formule, puisqu'on nous donne la formule C14H20O3. Donc on va calculer le nombre d'insaturations de C14H20O3. Il faut toujours avoir ce réflexe pour vérifier qu'on ne se trompe pas. Donc on va avoir 2 fois le nombre de carbone plus 2, moins le nombre d'hydrogène. Les oxygènes ne sont pas pris en compte, on divise ça par 2. Ça nous fait 5 insaturations. Donc le nombre d'insaturations, ça tient compte du nombre de doubles liaisons et du nombre de cycles. Donc si on regarde bien, on a une structure cyclique ici, ça compte 1, un cycle ici, ça compte 2, et 3 doubles liaisons. Donc ça nous fait 2 plus 3, on a bien 5 insaturations. Donc j'ai un bon accord entre ma structure ici et la formule brute donnée dans l'énoncé. On voit bien qu'il y a les 3 oxygènes, donc 1 pour l'alcool, 2 pour l'acétal. Tout baigne. Quatrième question, on nous dit que le composé D est transformé en E en plusieurs étapes et proposer une méthode. Donc effectivement, le passage au composé E va consister en l'élimination de l'alcool pour donner un alcène. Alors je réarrange un petit peu la représentation et on en discute. Alors ouais, bon là c'est moche, donc je vais essayer d'avoir quelque chose géométriquement qui me plaît quand même. Hop. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donnerait un alcène ici et du coup toujours l'acétal qui est là. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que globalement, on avait un groupement alcool porté par un carbone que j'appelle alpha, et puis qu'en bêta, on aura perdu un hydrogène pour former une double liaison entre alpha et bêta. Donc clairement, ce qu'on cherche à faire pour passer de l'alcool à l'alcène, c'est une bêta-élimination. Et donc là, si on se jette un peu trop vite dans la gueule du loup, on pourrait dire, je vais faire une déshydratation d'alcool en milieu acide, ça forme un alcène, et puis la double liaison se retrouve conjuguée avec le cycle, donc c'est stable, tout va bien. Ouais, vous n'avez pas tort. Sauf que si vous faites une déshydratation en milieu acide, qu'est-ce que vous faites? Vous créez de l'eau, parce que l'alcool donne l'alcène plus de l'eau, et vous faites ça en milieu acide. Donc autrement dit, vous êtes dans des conditions qui ne sont pas très bonnes pour notre groupement acétal qui risque de s'hydrolyser. Donc on peut le faire, mais on aura sûrement une perte de produit, c'est un peu dommage. C'est pourquoi on vous propose de faire en plusieurs étapes. Donc la stratégie, c'est quoi? C'est toujours de faire une bêta-élimination comme étape clé, mais d'éviter de le faire en milieu acide. Du coup, on va activer ce groupement OH pour avoir un bon groupe partant et faire une bêta-élimination classique en milieu basique. Et puis voilà, du coup, après, ça se passe bien. Donc ce qu'on peut proposer comme méthode d'activation, c'est d'utiliser le chlorure de méséthyle, par exemple, donc CH3SO2Cl, en présence d'une base, donc soit la pyridine, soit on va changer un peu, la triéthylamine, parce que la pyridine, on l'a déjà pas mal vu. Et donc, on va, là, on part sur une activation électrophile de l'alcool. Je ne vous rappelle pas le mécanisme, mais je l'ai fait dans un des exos qu'on a vu juste avant. Donc, si je reprends cette structure-là, hop, ça veut dire que je vais avoir simplement ici un groupement, alors sachant que ça, on peut l'appeler en général MS, et du coup, j'ai un groupement OMS. D'accord?
Donc rappelez-vous, ça c'est un très bon groupe partant. Alors là, il y en a qui pourraient me dire oui, alors on avait vu le groupement TSCl, vous savez, avec un toluène ici, qui est beaucoup plus gros, mais attention, le groupement TSCl est sélectif des alcools primaires parce qu'il est encombré. Et or là, on a un alcool tertiaire, donc il ne faut pas un truc aussi gros que TSCl, c'est pourquoi j'ai choisi plutôt un CH3 ici. Ok. Donc je le rappelle, je ne l'ai pas redit dans cette vidéo, mais on l'a déjà vu plusieurs fois, là on forme un ester sulfonique à cet endroit-là. Maintenant qu'on a un bon groupe partant, eh bien, on va pouvoir chercher à faire une réaction de bêta-élimination. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut? Il va nous falloir une base plutôt forte, pas trop encombrée, sinon on risque de déprotoner plus favorablement ici. Donc ce qu'on peut choisir par exemple comme base, ce serait l'éthanolate de sodium dans de l'éthanol. Mais en prenant une base plutôt concentrée, mais attention quand même, on pourrait avoir des risques de substitution nucléophile, donc il va être conseillé de chauffer pour favoriser plutôt la bêta-élimination. Et puis, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'il y avait autre chose à dire? En fait, vous arrivez directement, par une bêta-élimination bimoléculaire sur le produit souhaité. Donc là, c'est une bêta-E2. Allez, on termine avec la dernière question. Donc, on nous dit que l'hydrolyse acidocatalysée de E, donc E, il est représenté ici, va conduire à la formation du composé F, qui a pour formule brute, alors attention, j'ai un des énoncés où je n'avais pas mis la bonne formule brute, donc je vous la donne ici, vous corrigez si ce n'est pas le cas, C12H14O. Et donc le premier réflexe, évidemment, c'est de calculer le nombre d'insaturations. C12H14O, on va trouver donc 2 fois le nombre de carbone plus 2 moins le nombre d'hydrogène, le tout divisé par 2, donc ce qui nous fait 6 insaturations. Et si on compte dans le composé E, on voit qu'on a ici un cycle, 3 double-liaisons, ça fait 4, une double-liaison ici, ça fait 5, et un cycle ici, ça fait 6. Donc pas de variation du nombre d'insaturations. Et on voit qu'on perd un atome d'oxygène. Donc là, clairement, en hydrolyse acétocatalysée, on sait qu'il s'agit de l'hydrolyse du groupement acétal. Ce qui fait qu'on peut facilement représenter le composé F, qui va en fait restituer le groupement aldéhyde. Donc ça va nous donner, hop, la structure suivante pour F. Alors, voilà les chimistes. Si je peux vous donner un petit conseil, écrivez quand même le mécanisme d'hydrolyse d'acétal. On ne l'a pas refait en cours et c'est un bon exercice à faire si vous maîtrisez bien l'hydrolyse d'acétalisation. Normalement, ce n'est pas très compliqué, mais pour être sûr que vous arrivez vraiment à l'écrire proprement, rapidement, parce qu'il ne faudrait pas le découvrir en colle ou ODS. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous mets quelques liens intéressants à étudier sur cet écran. N'oubliez pas, si ce travail vous aide, de lâcher un petit commentaire. Posez vos questions dans les commentaires si vous le souhaitez, je réponds assez rapidement. Lâchez un petit pouce et puis vous pouvez suivre un peu plus de chimie sur Facebook, Instagram, Twitter et blablaro-chimie.fr. Allez, je vous souhaite à tous de très bonnes révisions et je vous dis à bientôt pour la suite.